Eh bien, je vous remercie de me donner l'occasion de présenter effectivement un sujet qui peut paraître assez méconnu finalement, même si à Amiens, on sait que les Australiens ont eu un rôle très important dans notre ville lors de la Première Guerre mondiale. Donc c'est ce que je voudrais mettre en valeur ce soir et un peu vous expliquer aussi pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, parce que ça peut vous paraître peut-être un peu bizarre. Actuellement, on parle beaucoup du centenaire de la Première Guerre mondiale et bien entendu, on va s'intéresser aux commémorations de ce qui s'est passé en 1914. Et donc on entend beaucoup parler de la bataille de la Marne, par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à ce qui s'est passé en 1918 ? Alors, c'est simplement parce que cette communication se fait un petit peu dans la suite d'un colloque qui s'est tenu à l'Université de Picardie-Jules Verne en avril dernier et qui était consacré au thème « Les Océaniens dans la Grande Guerre ». Alors, qui dit océanien dit effectivement un vaste ensemble géographique qui regroupe tous les pays présents dans le Pacifique, des pays sous domination française, comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, et puis bien entendu des pays sous domination britannique, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc le but de ce colloque, effectivement, c'était de faire comprendre quel avait été le rôle de toutes ces populations, de tous ces contingents qui étaient venus depuis les antipodes pour participer à la Première Guerre mondiale. Donc voilà dans quel cadre je m'inscris. Et quand l'organisatrice du colloque, qui est Viviane Fayot, donc qui parlera dans 2 mois ici, Viviane Fayot est venue me voir et me parler de ce colloque, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur les Australiens dans la Somme pendant la Première Guerre mondiale ? Je n'en avais strictement aucune idée. Et puis effectivement, j'avais entendu parler de l'Anzac Day, je savais que tous les ans, il y avait beaucoup d'Australiens qui venaient, et notamment qui venaient à la cathédrale d'Amiens. Je savais aussi qu'il y avait des plaques commémoratives dans la cathédrale d'Amiens, et je me suis dit, après tout, on va partir de là, et on va se demander pourquoi il y a eu ces plaques. Est-ce qu'il y a des archives autour? Est-ce qu'on peut arriver à en savoir plus? Et c'est le propos, effectivement, de la communication que je vais vous faire. Donc je vais diviser à peu près en 3 temps, si vous voulez, pour vous expliquer d'abord, lors de la première période, le patrimoine en danger. Ça, c'est le patrimoine picard, c'est le patrimoine amiénois qui est en danger lors de la guerre. Et en quoi l'intervention des Australiens va permettre justement de faire reculer ce danger. Et dans un deuxième temps, comment les Australiens vont finalement s'approprier une partie de notre patrimoine amiénois, notre patrimoine picard, pour se constituer eux-mêmes un patrimoine mémoriel, eux qui sont une jeune nation de création très récente et qui n'ont pas, bien entendu, tout le passé de la vieille Europe, et notamment le passé monumental que représente par exemple la cathédrale d'Amiens. Et dans un dernier temps, la dernière étape de ce cheminement dans la constitution d'un patrimoine mémoriel pour l'Australie, eh bien, c'est l'inauguration d'un mémorial national, du premier mémorial national consacré aux Australiens. Et cette inauguration, donc c'est 1938, donc juste 20 ans après la fin de la guerre. Donc pour démarrer, quelques rappels sur les opérations militaires. Il faut bien en passer par là, évidemment, pour comprendre un petit peu quel est le rôle des Australiens, parce que le rôle des Australiens est essentiellement militaire, bien entendu. Donc, je vous ai indiqué là, avec 2 cartes, la façon dont le front a évolué pendant les 4 années de guerre. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la ligne rouge qui symbolise la situation du front après septembre 1914. Là, le front s'est stabilisé et comme vous le savez après, pendant plusieurs années, ça a été la guerre de tranchées. Le front n'a quasiment pas bougé. Alors, vous avez indiqué un certain nombre de batailles, notamment la bataille de la Somme, qui nous a préoccupés en 1916 et lors de laquelle les Australiens ont commencé à s'illustrer. Et au cours de la bataille de la Somme, particulièrement pour les Australiens, il faut parler de la bataille de Pozières. C'est là que, pour la première fois, ces troupes se sont illustrées, et se sont illustrées de façon extrêmement courageuse, avec un nombre de victimes tout à fait exceptionnel, parce qu'il faut savoir, par exemple, que la bataille de Pozières, c'est 23 000 tués en l'espace de seulement 6 semaines.
Donc les troupes australiennes ont payé un tribut extrêmement lourd dès la bataille de la Somme pour défendre quelques mètres carrés de terrain, en fait. Mais ce qui va nous préoccuper là maintenant, c'est 1918. Qu'est-ce qui se passe en 1918 ? Comme vous le savez, à la fin de 1917, la Russie se retire, suite à la Révolution, la Russie se retire de la guerre, c'est la paix de Brest-Litovsk, et cette paix de Brest-Litovsk permet aux Allemands de récupérer toutes leurs troupes pour pouvoir les lancer dans une vaste opération qui s'appelle l'opération Michael et qui est lancée en mars, le 21 mars 1918. Il faut s'imaginer que tout d'un coup, on a 2 millions de soldats allemands qui se ruent sur le front occidental avec la volonté de couper en fait les lignes britanniques des lignes françaises, couper le front et pouvoir repousser les Britanniques vers la mer et descendre sur Paris. Le but de l'opération, c'est ça, 2 millions d'hommes qui se ruent sur le front occidental. Alors le 21 mars, c'est le début de l'opération, et comme vous le voyez sur cette carte, vous avez la ligne qui est là, ici, c'est la poussée maximale des troupes allemandes au printemps 1918. Et ce qui va nous préoccuper, nous, à Amiens, eh bien, c'est particulièrement le fait que le 26 mars, la ville d'Albert est reprise, donc elle n'est pas symbolisée, vous ne l'avez pas symbolisée ici sur cette carte, mais elle est un petit peu au nord d'Amiens, donc Albert est reprise. Et surtout, l'avancée allemande se fait jusqu'à Villers-Bretonneux. Villers-Bretonneux, qui est une petite commune qui est à une quinzaine de kilomètres d'Amiens. Et si Villers-Bretonneux est pris par les Allemands, eh bien, c'est la route ouverte jusqu'à Amiens et c'est l'invasion d'Amiens qui est possible. Et à partir du moment où Amiens est envahi, eh bien, c'est la route ouverte vers Paris. Donc, c'est là où les Australiens vont avoir un rôle fondamental parce que le 25 avril, ils arrivent à arrêter, à stopper l'avancée des Allemands à Villers-Bretonneux et ils reprennent Villers-Bretonneux. Et ce qui est particulièrement important à noter dans ce fait militaire, c'est qu'il se situe le 25 avril, ce qui pour les Australiens a une symbolique extrêmement importante puisque le 25 avril, c'est 3 ans avant la bataille de Gallipoli. Cette fameuse première bataille où les Australiens s'illustrent, là encore comme à Pozières, avec des pertes extraordinaires, des pertes formidables, mais c'est aussi à Gallipoli que se forge une identité nationale et ce sentiment d'appartenance à une nouvelle nation avec la création de ce qu'on va appeler l'ANZAC. L'ANZAC, c'est un sigle qui signifie corps d'armée australien et néo-zélandais. Parce qu'avec les Néo-Zélandais, ils vont former un corps d'armée qui va participer après à toutes les batailles, à la fois sur le front oriental et sur le front occidental. Donc pour les Australiens, cette date du 25 avril à Villers-Bretonneux, c'est tout à fait extraordinaire parce que pour eux, c'est une victoire. C'est une victoire qui rappelle le sacrifice de milliers d'entre eux à Gallipoli. Et puis petit à petit, cette progression va continuer, la progression des Australiens va continuer, donc ils vont réussir à repousser petit à petit le front allemand, et vous l'avez d'ailleurs sur la carte qui est ici, où en plus sombre, vous avez les territoires qui sont libérés au 15 août, c'est-à-dire qu'en fait, entre le mois d'avril, le 25 avril, et la fin du mois d'août, essentiellement les troupes australiennes arrivent à repousser toutes les avancées des troupes allemandes, avec plusieurs étapes qui sont assez connues, notamment le 4 juillet, la bataille du Hamel. La bataille du Hamel qui a été menée par le général Monash, un grand général australien. C'est la première fois qu'un général australien est seul responsable et commande seul une bataille. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les généraux étaient toujours des généraux britanniques. Ils ne laissaient jamais la main entièrement à un Australien. Au Hamel, le 4 juillet, c'est Monash qui mène la bataille et qui, avec un sens de la stratégie tout à fait exceptionnel et une vision tout à fait moderne de ce qu'est la guerre moderne, l'utilisation de toutes les armes en même temps, arrive à remporter la victoire très rapidement et avec un nombre de victimes extrêmement faible. Donc c'est une date très très importante. Il faut dire aussi qu'à partir de ce moment-là, à partir de juillet, les troupes allemandes commencent à faiblir considérablement. L'offensive, la très grande offensive du mois de mars, a demandé des moyens énormes et les troupes allemandes ont rencontré une résistance à la fois de la part des troupes alliées et de la part des troupes françaises.
ne pensaient pas tomber sur cette résistance-là. Du coup, leurs forces s'épuisent et comme vous le savez, l'Allemagne, depuis plusieurs années, est soumise à un blocus. Les approvisionnements, que ce soit en nourriture ou en munitions, en matériel, se font de plus en plus difficiles et ils ont de plus en plus de mal à transporter leur matériel d'un champ de bataille à l'autre et donc ils commencent à s'épuiser. Autre facteur important aussi pour expliquer le recul de l'armée allemande et les difficultés de l'armée allemande, on commence à parler de la grippe espagnole qui commence à faire des ravages dans les rangs des Allemands. Il y a plus de 20 000 morts dus à la grippe espagnole pendant cette période de l'été 1918. Alors malgré tout, évidemment, ils résistent. Des grandes batailles encore se tiennent avec les Australiens au mois d'août, avec notamment le 23 août la prise de Schwing, dont je reparlerai tout à l'heure parce qu'il y a eu un mémorial qui s'est créé à partir de Schwing. Et puis, à la fin du mois d'août, le 30 août, c'est la bataille du Mont-Saint-Quentin qui permet la libération de Péronne. Donc, à la fin du mois d'août, la région, enfin, la Somme, l'est de la Somme est libérée et les Australiens ont réussi à repousser l'avancée allemande. Et ce sont exclusivement les Australiens. Alors, il ne faut pas oublier quand même mettre tout sur le compte des Australiens parce qu'au mois d'août, le 8 août, c'est aussi la bataille d'Amiens qui là est menée par des troupes, surtout des troupes françaises et le général Debnay autour de Montdidier et qui permet justement de là complètement repousser la menace allemande. Amiens n'est plus menacé et Paris n'est plus menacé de ce côté-là. Et cette bataille d'Amiens du 8 août, c'est ce que Ludendorff avait appelé le jour noir pour l'armée allemande. Donc à partir de la fin du mois d'août, l'étau commence à se desserrer sur la région d'Amiens, essentiellement grâce à l'intervention des troupes australiennes. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça j'y reviendrai, c'est que pendant les jours les plus sombres du printemps 1918, la ville d'Amiens a dû être évacuée face à la menace. Mais ça j'y reviendrai. Et les Amiénois en fait reviennent à Amiens à peu près à partir du mois de septembre, du début septembre. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant de ce qui s'est passé à Amiens. Sur ces photos, ce qu'il faut retenir, c'est que, vous voyez, c'est la ville d'Amiens en 1918, avec la cathédrale qui trône au milieu d'une ville qui est quasiment une ville à la campagne, avec encore énormément d'espace vert. La campagne est toute proche, vous le voyez très bien ici. Un tissu industriel aussi relativement important, et cette cathédrale qui trône au milieu. Alors, en 1918, la ville d'Amiens comporte à peu près 130 000 habitants. 130 000 habitants, c'est énorme. C'est beaucoup plus qu'en 1914. En 1914, c'est à peu près 90 à 93 000 habitants. Pourquoi y a-t-il 130 000 habitants en 1918 ? C'est tout simplement parce que la ville d'Amiens a accueilli un nombre de réfugiés considérable. Comme vous le savez, l'Allemagne a envahi la Belgique, a envahi un certain nombre de départements du nord de la France et de l'Est, et du coup, beaucoup de réfugiés ont afflué vers les villes qui sont encore libres, et donc vers Amiens. Donc c'est une ville avec une population importante, c'est une ville aussi qui compte une population britannique extrêmement importante. Amiens est une ville qui est juste à l'arrière du front. C'est pas une ville du front, mais c'est une ville qui est à quelques kilomètres à l'arrière du front et qui est sous commandement, si vous voulez, à la fois français, de l'armée française et de l'armée britannique. La ville d'Amiens accueille par exemple des ateliers de camouflage de l'armée britannique pendant toute la durée de la guerre. Donc c'est vraiment quasiment une ville britannique. Et d'ailleurs, en 1916, au moment de la bataille de la Somme, la presse française qualifie la ville d'Amiens de capitale des Alliés. Donc c'est vraiment, c'est tout dire. C'est un journal parisien qui l'appelle comme ça, le journal, la capitale des Alliés. Et un grand reporter britannique qui s'appelle Philip Gibbs décrit la ville d'Amiens avec la rue des Trois Cailloux qui est en permanence occupée par des convois militaires qui voient passer une trentaine de nationalités différentes, et particulièrement des Britanniques, avec des Anglais, des Écossais, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Canadiens, des Sud-Africains, tout ce monde-là traversant Amiens pour aller rejoindre les zones de front. Et Amiens étant aussi une ville de l'arrière du front, c'est une ville aussi où les soldats viennent essayer de se délasser, et les cafés ne désemplissent pas
avec tous ces soldats qui justement essayent d'oublier un peu, en se distrayant, notamment l'enfer de Pozières pour les soldats australiens. Donc voilà quel est le rôle d'Amiens pendant la guerre. Et jusqu'en 1918, en fait, Amiens est une ville qui vit, je dis pas bien, mais au moins où il fait presque bon vivre, malgré quand même des bombardements, quand même un certain nombre de bombardements, et puis des difficultés d'approvisionnement, en charbon, en électricité. Donc la vie des Amiénois n'est pas drôle, mais on s'amuse quand même. On s'amuse quand même. Les théâtres continuent à fonctionner, les concerts continuent à avoir lieu. Les musiques, d'ailleurs, les musiques anglaises, de l'armée anglaise, donnent des concerts régulièrement. Les cafés ne désemplissent pas, donc c'est une ville où il fait relativement bon vivre. En 1918, c'est plus du tout la même chose. À partir du moment où la ville est menacée en mars par l'avancée allemande, là, les choses changent diamétralement. La ville est bombardée à partir du 23 mars. Je vous expliquais, l'avancée allemande, c'est 21 mars. 2 jours après, c'est une pluie de bombes qui s'abat sur la ville d'Amiens. Pluie de bombes qui va aller jusqu'à, on a compté à peu près 7000 obus ou torpilles qui tombent sur Amiens entre la fin du mois de mars et le milieu du mois d'août. Les dernières bombes tombent vers le 15 août à peu près. 7000 obus et des destructions absolument massives un peu partout dans la ville. La mairie d'Amiens est obligée de se replier, quitte la ville pour se replier sur Neufchâtel-en-Bray, pas très loin entre Rouen et Amiens, et donne l'ordre à la population d'évacuer. Alors cet ordre d'évacuation ça a duré un petit peu, quelques jours avant que ce soit effectif, parce que d'abord les Amiénois, certains d'entre eux ayant pris peur assez rapidement, sont partis d'eux-mêmes. Donc la ville commence à se vider dès la fin du mois de mars. Et puis finalement, dans les premiers jours d'avril, la décision est prise, il faut évacuer la ville. Si bien que la ville passe très rapidement d'une population de 130 000 habitants, comme je vous l'ai dit, à peine 1 millier d'habitants. Et ces 1000 habitants qui restent à peu près, en dehors de quelques Amiénois de souche qui n'ont vraiment pas voulu quitter leur maison, eh bien ce sont surtout des militaires qui sont là, des militaires français et alliés, des troupes alliées, et notamment des Australiens, particulièrement des Australiens, qui sont là pour surveiller la ville pendant que les habitants ont évacué. Alors là, on a des descriptions assez précises de la situation. Il faut s'imaginer une ville fantôme complètement vidée de ses habitants, complètement détruite ou quasiment détruite, avec des immeubles en ruine partout. Et puis des chiens et des chats errants dans les rues, parce qu'évidemment les propriétaires sont partis en abandonnant tout ce qu'ils avaient. Des chiens et des chats qu'on est obligé de tuer pour éviter qu'ils deviennent dangereux, qu'ils reviennent à la vie sauvage. Un approvisionnement quasiment impossible. Donc il faut s'imaginer un petit peu les conditions. Et puis des bombardements incessants. C'est ça aussi. Alors, à partir du moment où les habitants peuvent revenir dans la ville, c'est-à-dire vers le début du mois de septembre, eh bien, ils commencent à se réinstaller. Et la photo que vous voyez ici est assez amusante parce qu'on voit 2 soldats australiens qui sont en train d'aider une grand-mère avec sa petite fille à réintégrer leur domicile. Et à ce moment-là, on a plusieurs témoignages et beaucoup de témoignages de la reconnaissance véritable qu'il y a de la part des Amiénois envers l'aide des Australiens. Et on a beaucoup de témoignages qui viennent d'Australiens eux-mêmes, qui racontent comment ils ont été accueillis à bras ouverts par les Amiénois. Et notamment un Australien qui revient quelques années après à Amiens et qui raconte que, cherchant son chemin en sortant de la gare, il voulait aller à la cathédrale et il tombe sur une Amiénoise qui, dès qu'elle a su que c'était un Australien, lui a presque sauté au cou et était intarissable sur la façon dont les Australiens ont sauvé Amiens. Et elle l'appelle le sauveur d'Amiens. Et elle lui explique, oui, quand on est rentré dans notre ville, l'herbe avait poussé dans les rues, il y avait des destructions partout, mais au moins on a retrouvé nos maisons, on a retrouvé notre ville grâce à vous, parce que vous nous avez sauvés. Alors cette reconnaissance, elle est elle est réciproque. Les autorités australiennes elles-mêmes sont extrêmement reconnaissantes aussi à la population amiénoise.
Et je vous cite un discours prononcé par le Premier ministre australien Billy Hughes, auquel je ferai allusion plus tard, parce que c'est quelqu'un de très important dans cette histoire. Billy Hughes, en visite à Amiens en 1921, qui explique « Amiens n'oublie pas les jours passés et pendant les générations à venir sera un des meilleurs chaînons qui tiennent la jeune Australie à notre grand et glorieux pays tout entier. » Effectivement, il fait bien le lien entre la jeune nation qui a aidé la ville ancienne, la vieille ville, à se sortir de cette guerre. Et c'est en ça que Amiens, effectivement, a créé un lien très particulier avec les Australiens. Alors, il ne faut pas dresser non plus un tableau idyllique forcément du soldat australien à Amiens, parce qu'on a pas mal de témoignages là aussi de comportements qui étaient quand même un petit peu limites, et on a pas mal de témoignages d'Australiens qui sont enfermés, notamment au beffroi, parce qu'ils se sont un peu servis dans les caves, particulièrement dans les caves, des Amiénois évacués. Et il y a beaucoup de faits de pillage, d'ivrognerie sur la voie publique et autres qui leur sont reprochés, puis des actes de violence aussi, punis très sévèrement d'ailleurs par les autorités britanniques militaires, avec des sanctions extrêmement importantes et sévères. Et alors là, le maire d'Amiens de l'époque, Monsieur Duchossois, a une formule qui est assez juste, où il dit finalement, on peut leur reprocher, on peut pas leur reprocher d'être turbulents à l'arrière, étant donné le courage et la discipline au feu qu'ils montrent quand ils sont dans la bataille. Alors, on va se rapprocher un petit peu, là on a vu Amiens et la menace qui pesait sur Amiens en général, on se rapproche un petit peu et on va se focaliser quelque temps sur la cathédrale. Qu'est-ce qui symbolise la ville d'Amiens mieux que la cathédrale en 1918, comme à toutes les époques, je dirais quasiment, c'est justement cette cathédrale. Et en septembre 1918, un journaliste australien décrit la ville, décrit les destructions, décrit le quartier de la cathédrale où quasiment tout était éventré, mais au milieu, la cathédrale quasiment intacte. Il dit, bon, il y a juste un petit trou dans le toit. Alors effectivement, le petit trou dans le toit, il est là, fait par un obus tombé le 9 avril, très exactement. Et ce journaliste australien nous apporte une information qui, là, n'a été vérifiée, que je n'ai pu vérifier par aucune autre source. Il nous dit, si la cathédrale a été épargnée par les tirs allemands, c'est bien grâce aux Australiens. C'est grâce à l'intervention des Australiens. Alors, il explique ça, il argumente tout à fait son propos en disant que lors du mois d'août et de la bataille de Chuigne notamment, les Australiens ont fait énormément de prisonniers allemands. Et qu'un certain nombre de ces prisonniers, les plus hauts gradés, les officiers, ont été emmenés et installés dans une des tours de la cathédrale, de façon à servir un peu de bouclier et faire comprendre aux autres troupes allemandes que s'ils tapaient sur la cathédrale, s'ils bombardaient la cathédrale, ils allaient bombarder leurs officiers. Ça, c'est quelque chose que je n'ai, encore une fois, absolument pas vérifié dans d'autres sources. Bon, on sait qu'il y a eu des interventions qui ont permis à la cathédrale d'être épargnée. Ça, je n'insiste pas là-dessus parce que c'est pas le propos. À aucun moment, je n'ai entendu parler de cette version donnée par les Australiens, mais cette version est intéressante parce qu'elle prouve à quel point c'était important pour les Australiens de montrer qu'ils avaient sauvé et en quoi ils avaient sauvé la cathédrale d'Amiens. Et à plusieurs reprises, ça revient effectivement dans le discours des journalistes. Alors, pour vous montrer simplement les autres images, effectivement, il y a eu un petit trou dans le toit, mais il y a eu quand même pas mal de dégâts. C'est vrai que la cathédrale s'en est bien sortie, par rapport à la cathédrale de Reims, bien entendu, mais vous voyez quand même qu'il y a eu des destructions assez importantes à l'intérieur, et notamment une des chapelles qui a été complètement éventrée. Donc il y a eu tout de même des dégâts assez importants dus à ces 7000 obus qui sont tombés sur la ville d'Amiens. Alors là où on va voir que les Australiens prennent un rôle de plus en plus important dans l'histoire amiénoise, c'est à la faveur de cet épisode de la messe célébrée le 8 septembre 1918
lors de la Nativité de la Vierge. Alors, le 8 septembre 1918, l'évêque d'Amiens, qui vient de réintégrer sa cathédrale, puisqu'en fait, lui, il s'était réfugié à Abbeville entre la fin du mois de mars et le 15 août. Il revient à Amiens le 15 août, il réintègre sa cathédrale, et le 8 septembre, c'est, comme tous les ans, la fête de la Nativité de la Vierge. Une fête particulièrement importante à Amiens en ces années-là, parce que la cathédrale d'Amiens héberge la statue de Notre-Dame de Brebières, une statue miraculeuse de Notre-Dame de Brebières, qui normalement est hébergée à la basilique d'Albert, la basilique de Notre-Dame de Brebières, et depuis la guerre, depuis le moment où la basilique a été entièrement bombardée par les Allemands à partir de l'automne 1914 et 1915, eh bien la statue a été rapatriée à Amiens et la nativité se fête toujours à la cathédrale d'Amiens. Alors en cette année 1918, au moment où la ville est évacuée, tous les objets d'art, les musées, la cathédrale, tout est mis à l'abri, tout était évacué au mois d'avril, mis à l'abri en Normandie. Et là, vous voyez sur cette photo, d'ailleurs, les objets, tous rassemblés pour être mis à l'abri. Et vous avez, là, il y a une caisse qui s'appelle Vitraux Amiens, et vous avez des objets du trésor de la cathédrale et la fameuse Vierge d'Albert, qui sont de côté pour être mis à l'abri au Collège 2 en Normandie. Le 7 septembre, la situation s'est améliorée, les Amiénois sont revenus et l'évêque décide de célébrer cette fameuse nativité de la Vierge comme d'habitude et il demande aux Australiens d'aller chercher la statue de la Vierge d'Albert en Normandie. Donc c'est un détachement australien qui va chercher la Vierge et qui la ramène à la cathédrale pour pouvoir célébrer la cérémonie. Et on a une photo qui est tout à fait exceptionnelle où on voit la célébration qui se tient, comme vous le voyez, alors là on est dans le chœur, la célébration se tient dans le chœur et vous voyez les stalles qui sont encore protégées par les sacs de terre, puisque toute la cathédrale et toutes les œuvres d'art les plus précieuses de la cathédrale ont été protégées contre les tirs. Et vous avez la statue qui est au milieu avec les soldats australiens qui font un piquet d'honneur à la Vierge d'Albert. Et après la cérémonie, la Vierge est installée dans une chapelle, la chapelle absidiale, et vous avez la statue qui est dans les plis du drapeau australien. Donc au niveau de la symbolique, c'est vrai que c'est quand même très fort. Et ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin parce que quelque temps après la cérémonie, la statue de la Vierge, dans les déplacements multiples qu'elle subit, est un peu abîmée et la tête de l'enfant Jésus est cassée. Là, vous voyez, l'enfant Jésus, il a bien sa tête. Et sur cette photo-là, il ne l'a plus. La tête a été cassée et la tête a été posée sur le piédestal à côté. Et puis au bout d'un certain temps, quelques mois, le curé de la cathédrale s'aperçoit que la tête a disparu. Alors il porte plainte, c'est très grave, évidemment, la tête de la Vierge miraculeuse d'Albert qui disparaît, c'est assez grave. Donc il porte plainte, on ne retrouve jamais la tête. Et puis c'est bien plus tard, en 1931, au moment où la basilique d'Albert, la basilique Notre-Dame de Brebières, reconstruite, enfin reconstruite, est à nouveau consacrée, il y a une grande cérémonie. En 1931 donc, le curé d'Albert reçoit par la poste un paquet anonyme qui vient d'Australie. Dedans, il y a la tête de l'enfant Jésus. Donc ça veut dire que c'est un soldat australien, tout simplement, qui a pris cette tête, qui l'a emmenée chez lui et qui l'a gardée comme un souvenir et comme une appropriation un peu du patrimoine qu'il a contribué à sauver. Et ce n'est pas le seul cas. On a d'autres cas comme ça, avec notamment un crucifix venant de l'église de Villers-Bretonneux, qui a été, pareil, ramassé le jour du 25 avril, au moment où il y a eu des bombardements terribles à Villers-Bretonneux. L'église a été complètement explosée et il y avait un crucifix qui était par terre, qui se retrouvait par terre avec les objets du culte. C'est un soldat qui l'a ramassé, qui l'a gardé et qui l'a rendu à Villers-Bretonneux au moment de l'inauguration du mémorial en 1938. Donc vous voyez cette façon dont certains Australiens, des soldats australiens, se sont appropriés des éléments du patrimoine ancestral qu'ils ont contribué à sauver. On continue dans le temps et
on reste encore à la cathédrale avec un certain nombre de cérémonies qui se sont tenues juste avant l'armistice et au moment de l'armistice, avec notamment le 2 novembre 1918, une messe des morts qui est célébrée, alors là, vraiment, par Monseigneur de la Ville-Rabel, l'évêque d'Amiens, en l'honneur des morts australiens qui ont défendu la ville d'Amiens. Et dans son homélie, Monseigneur de la Ville-Rabel insiste beaucoup sur la symbolique de l'agneau immolé, l'agneau de l'Apocalypse, et il dit ceci, que ce sacrifice, donc il rend hommage à ce sacrifice, à ces braves qui, pour l'amour de la patrie et la gloire de Dieu, ont versé leur sang, afin que, par l'efficacité de leur immolation, nous continuions notre vie française. Donc voilà, il rend hommage à ces troupes qui se sont sacrifiées pour pouvoir sauver la civilisation européenne, la civilisation de la vieille Europe. Et donc vous voyez, la messe qui se tient là, alors là elle se tient sous l'orgue qui a été démonté, et vous voyez un piquet d'honneur australien dans la cathédrale. Et quelques jours plus tard, c'est l'armistice. Le 11 novembre 1918, c'est l'armistice. Les troupes australiennes sont encore là. Et le dimanche suivant, donc c'est le 17 novembre, un grand Te Deum est donné dans la cathédrale, auquel les troupes australiennes et la musique australienne du 3e bataillon va participer avec, vous voyez la photo qui représente ces musiciens qui participent à ce Te Deum. Et vous avez une photo prise dans la cathédrale, là, avec les musiciens qui attendent avant de jouer. Et cette photo est assez intéressante parce qu'on les voit très naturels. Ils ont une pose très naturelle. On n'a pas l'impression qu'ils sont dans un lieu particulièrement sacré. Ils sont là, ils attendent pour jouer. Et ça rappelle un petit peu ce que le journaliste anglais Philip Gibbs a écrit, et que je vais vous citer parce que c'est quelque chose d'intéressant, et qui permet de comprendre comment ces troupes alliées, ces troupes australiennes, néo-zélandaises, ont perçu la cathédrale. Parce qu'évidemment, pour eux, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ils n'ont pas de cathédrale chez eux. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et voilà ce qu'écrit Philip Gibbs, qui observe ces soldats quand ils rentrent dans la cathédrale. Je regardais les visages des hommes qui entraient. Certains, comme les Australiens et les Néo-Zélandais, qui ne connaissent pas bien les cathédrales et ne sont pas croyants, marchaient autour d'un air distrait, teinté de mépris et même parfois d'hostilité pour ces mystères, les psalmodies de l'office, le tintement des cloches de la grand-messe, dont ils ne saisissaient pas le sens, et qu'ils ne pouvaient associer à aucune logique réelle, c'est-à-dire à leur réalité actuelle. Loin de là, vers Bapaume ou Bulcourt, où Dieu n'avait rien à faire, semblait-il, dans les raids nocturnes, dans les lignes Boche, lorsqu'il faisait sauter tout un détachement d'Allemands en lançant des torpilles dans leurs tranchées, ou dans les cris des jeunes Allemands fous de peur, lorsque les Australiens leur sautaient dessus dans l'obscurité et les tuaient sans autre forme de procès. Effectivement, il a bien compris le hiatus qu'il peut y avoir entre ce que ressent le soldat dans la tranchée, au milieu de l'action, et puis ce qu'il va trouver dans cette cathédrale, ce lieu de paix qu'il ne connaît pas. Donc je trouve que c'est un témoignage qui est tout à fait intéressant. On continue un petit peu dans le temps, et là on commence à arriver à un moment où les Australiens se constituent un patrimoine mémoriel. Ils vont se constituer un patrimoine mémoriel à partir justement de l'histoire qu'ils viennent de vivre pendant la guerre. Première étape de la constitution de ce patrimoine, c'est la remise d'un drapeau, de leur drapeau, à la cathédrale d'Amiens le 3 août 1919. Le 3 août, c'est l'anniversaire de la déclaration de guerre. Donc en 1919, c'est le général Birdwood, qui est le commandant de la 4e armée britannique, donc la 4e armée qui regroupait les forces australiennes, le général Birdwood, qui a été mandaté par le gouvernement australien pour venir apporter à la cathédrale d'Amiens et à l'évêque d'Amiens le drapeau national. Et cette photo que vous avez représente donc le piquet d'honneur australien avec le drapeau qui s'apprête à rentrer dans la cathédrale. Donc c'est une cérémonie qui s'est passée le soir, enfin à 18h, le dimanche 3 août, donc présidée bien sûr par l'évêque, qui accueille donc ses hôtes. Alors là, on n'est pas au grand portail, on est au portail de la Vierge dorée. Au passage,
Je vous attire votre attention sur la destruction des verrières. Il n'y avait plus une verrière solide dans la cathédrale. Et puis les destructions dans les maisons. On est en août 1919. Il y a encore énormément de destructions dans Amiens. Donc le général Birdwood remet le drapeau australien à l'évêque d'Amiens, et justement en expliquant comment ces troupes ont aidé à sauver ce magnifique monument des hordes germaniques. Il emploie le terme horde germanique. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment ça a été perçu, ce type d'événement, aux antipodes, donc de l'autre côté de l'océan. En 1929, un Néo-Zélandais, donc un habitant d'Auckland, la capitale de Nouvelle-Zélande, écrit dans son journal local qu'il est scandalisé parce que le jour de l'Anzac Day 1929, donc le 25 avril 1929, aucun drapeau ne pavoise la ville d'Auckland. Aucun drapeau néo-zélandais n'est dans la ville d'Auckland, alors que dans la cathédrale d'Amiens, il cite, depuis 1919 et depuis 1920, pour le drapeau néo-zélandais, les drapeaux sont en permanence dans la cathédrale d'Amiens. Donc, pour lui, il est scandalisé que son propre pays n'attache pas plus d'importance que ça, alors que de l'autre côté de la Terre, la ville d'Amiens et la cathédrale d'Amiens, elles, attachent de l'importance à la présence du drapeau. Alors ce drapeau, il a encore une petite histoire. En 1951, il y a à nouveau un visiteur australien, parce que les Australiens continuent à venir et à se recueillir sur ce drapeau tous les ans. En 1951, il trouve que quand même le drapeau est un petit peu abîmé, il est un peu dépenaillé. Et c'est en 1971 seulement qu'il est décidé que les Australiens vont récupérer ce drapeau historique, qui est dans un triste état certes, pour l'emmener à Canberra, au musée de la guerre à Canberra, et en échange, un drapeau nouveau est donné à la cathédrale d'Amiens. Donc celui que nous voyons actuellement et qui est vous le voyez dans la petite photo qui est là, c'est un drapeau nouveau qui a été donné en 1971. Alors, autre aspect, bien entendu, extrêmement important des traces patrimoniales mémorielles, c'est bien entendu les tombes, les mémoriaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Australie est le pays qui a développé et construit le plus de mémoriaux. Parmi tous les pays belligérants, c'est l'Australie qui en a développé le plus. On compte 2000 mémoriaux construits entre la fin de la guerre et, grosso modo, la Seconde Guerre mondiale. Alors, sur la photo, l'image que vous avez ici, ça, c'est une cérémonie prise, enfin, ce sont des images prises par l'armée australienne en 1918. C'est l'inauguration d'une croix du sacrifice dans un cimetière provisoire. Parce qu'il faut bien se rendre compte, évidemment, qu'on ne pouvait pas enterrer les morts dans des cimetières définitifs sur le champ de bataille. Et le parti pris des anglo-saxons, c'est justement d'essayer d'installer leur cimetière le plus près possible des champs de bataille. C'est pour ça qu'en fait, on a dans le département de la Somme énormément de cimetières du Commonwealth, parce que c'est la règle. Donc, les cimetières se développent très très rapidement, cimetière provisoire d'abord. Un autre cimetière provisoire qui, lui, va devenir définitif, c'est le cimetière d'Adélaïde à Villers-Bretonneux, qui va comporter plus de 1000 tombes et qui est donc les premières tombes datent du mois d'août 1919. Mais autre élément extrêmement important du patrimoine mémoriel australien, c'est la présence d'une plaque commémorative dans la cathédrale, et on revient encore à la cathédrale, ce qui n'a rien d'étonnant. Alors l'inauguration de cette plaque commémorative se situe au mois de novembre, le 7 novembre 1920. Donc on est juste 2 ans après l'armistice, donc à quelques jours près. Et cette cérémonie, pour les Australiens, revêt une importance capitale dans leur histoire. Elle a une importance encore plus grande que la cérémonie du 11 novembre 1920 au cénotaphe, qui inaugure le cénotaphe à Londres, à Westminster, en mémoire du soldat inconnu britannique. Parce que
À Londres, c'est un soldat inconnu britannique, mais on ne sait pas, c'est un Anglais, c'est un Écossais, c'est un Australien, on ne sait pas. En revanche, à Amiens, cette cérémonie est vraiment dédiée aux morts australiens, et c'est une cérémonie qui est organisée aussi à leur initiative. En fait, c'est le service des tombes australiennes qui s'occupe, bien entendu, d'installer tous les cimetières et d'arranger tous les cimetières, qui, en liaison avec le Souvenir français, l'organisme français qui fait la même chose, qui s'occupe des tombes françaises, donc en liaison avec le Souvenir français, décide d'organiser cette cérémonie à la cathédrale et d'inviter Foch. C'est-à-dire qu'il se paye le culot, finalement, d'inviter Foch à cette cérémonie. Et Foch répond oui. Il répond oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que le journal d'Amiens, donc un des quotidiens d'Amiens, explique que les Australiens sont certes des Britanniques, mais sont un peu des Américains aussi. Donc, ils y vont à l'américaine, quoi, au culot. Donc, ils ont invité Foch, et Foch a accepté à la dernière minute. D'ailleurs, personne ne savait quasiment à Amiens la veille que Foch allait venir le lendemain pour inaugurer une plaque à la cathédrale. Alors, les photos que je vous ai mises ici représentent les tombes, alors ce sont des tombes factices bien entendu, qui représentent, l'une représente un soldat français, c'est celui-ci, avec la cocarde tricolore, le casque, et puis des attributs du poilu français, et puis l'autre, c'est la tombe de l'Australien, avec le casque. Vous avez une carte, là c'est une petite carte de l'Australie, et c'est une cérémonie donc, qui est faite pour que les jeunes générations prennent conscience du sacrifice de leurs aînés, et c'est ce qui vous explique la présence des enfants. Au début de la cérémonie, des enfants arrivent et jettent des pétales de rose sur les tombes au son de la marche funèbre de Chopin, et tous les témoins, on a pas mal de témoignages qui racontent cette cérémonie, parlent de l'émotion, d'une intense émotion pendant cette cérémonie. Alors, preuve de l'importance que l'évêque accorde à cette cérémonie, eh bien, et pas seulement parce que Foch est présent, il accueille, donc vous le voyez, l'évêque d'Amiens, il accueille Foch et la délégation australienne, qu'on ne voit pas forcément. Alors, on distingue un Australien qui prend des photos, là d'ailleurs, ici, un soldat australien. Donc, il accueille au grand portail les autorités. Et dans son discours, l'évêque d'Amiens donc, dit ceci. Il rappelle que par leur sacrifice, les morts australiens ont fait plus que ne l'aurait fait une longue vie, car au premier chapitre de l'histoire australienne, ils ont écrit une page émouvante d'épopée. Donc l'évêque d'Amiens, dans son propos, commence à parler lui aussi de l'épopée de l'armée australienne. Une épopée qu'on va retrouver après. On va retrouver l'épopée des Anzacs. Donc déjà, dans le discours de l'évêque d'Amiens, on le retrouve. Et vous voyez, c'est une cérémonie où il y a eu un monde extrêmement important. Vous le voyez sur ces photos. Alors, les témoignages parlent d'estimations entre 6 000 et 12 000 personnes. 12 000 personnes, c'est pas possible. Ça, c'est totalement impossible. La cathédrale d'Amiens faisant 7 700 mètres carrés au sol, on ne peut pas faire tenir 12 000 personnes. En revanche, 6 000, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et vous voyez d'ailleurs sur ces photos, c'est vraiment tout à fait important. Cette plaque va devenir un véritable lieu de pèlerinage. À partir du moment où elle est posée, et même quelques temps avant, c'est un lieu de pèlerinage pour l'ensemble des Australiens qui viennent d'abord se recueillir sur la tombe de leur famille, et puis après, pour les générations futures, les descendants qui viennent, et c'est au moment de l'Anzac Day, dans la cathédrale, actuellement, nous avons toujours autant d'Australiens qui viennent fleurir, et souvent, d'ailleurs au moment de l'Anzac Day, on voit des petites fleurs, des coquelicots au pied de cette plaque. À telle enseigne d'ailleurs qu'en 1998, donc pour les 80 ans de 1918, la plaque a été redédicacée une nouvelle fois. Elle avait été entièrement restaurée justement par des jeunes Australiens. Preuve de l'intérêt que portent maintenant les jeunes générations à cette histoire. Un autre épisode et un autre témoignage
un autre élément du patrimoine mémoriel australien qui là n'a plus rien à voir. On n'est plus dans le registre de la paix, on est dans le registre de la guerre. Là, on est sur le trophée guerrier. Vous avez une petite vidéo là, un petit peu humoristique, qui vous montre un soldat australien qui est en train de s'amuser à rentrer dans le canon du fameux canon pris à Chouigne le 23 août 1918. Alors, ce canon a été par les Amiénois appelé à tort la Grosse Bertha. En fait, ça n'est pas la Grosse Bertha. Comme vous le savez, la Grosse Bertha, c'est ce canon qui a tiré sur Paris à 120 km de distance. Ce canon-ci était un petit peu moins important, mais enfin, il était quand même capable de tirer à 30 km. Alors, il a effectivement une histoire parce que les Australiens s'en sont emparés à la bataille de Chouigne en août 1918. Manifestement, ils s'en sont emparés un petit peu parce que les Allemands ont fui et ils leur ont laissé. Et avant de s'enfuir, les Allemands avaient fait sauter la culasse pour le rendre inopérationnel. Et vraisemblablement, on pense que ce canon n'a jamais tiré sur Amiens. C'est pas celui-là qui tirait sur Amiens, c'est un autre qui a fait aussi pas mal de dégâts. Et on imagine les dégâts qu'il aurait pu faire sur Amiens. Là, on peut supposer que s'il avait tiré sur Amiens, depuis Chouigne, la cathédrale était pulvérisée. Ça, c'est à peu près certain. Donc heureusement que les Australiens s'en sont emparés. Et en témoignage d'amitié pour le peuple français et le peuple amiénois particulièrement, le 3 août 1919, donc le jour même où le général Birdwood va amener le drapeau à la cathédrale, un petit peu avant dans l'après-midi, le général Birdwood est reçu à l'hôtel de ville d'Amiens pour donner, alors symboliquement, le canon, parce qu'évidemment il ne peut pas l'amener. Le canon, il est tellement lourd que les Allemands ont dû construire une voie de chemin de fer spéciale pour pouvoir l'amener là où il est. Et il est hors de question de le bouger, donc il va rester en place, mais symboliquement il y a une plaque que le général Birdwood va remettre au maire d'Amiens en grande pompe pour remercier le... Alors, la formule qu'il emploie est un peu amusante parce que c'est en témoignage d'affection pour le peuple de France. C'est un drôle de témoignage d'affection de donner un canon. Et d'ailleurs, le maire d'Amiens ne s'y trompe pas. Et dans un discours où il a un petit peu d'humour, il dit ceci, la réponse qu'il fait à Birdwood, c'est celle-ci. « Cette grosse Bertha, comme nous disons irrespectueusement en France, a-t-elle tiré sur Amiens? Nous n'en sommes pas tout à fait sûrs. Il est certain toutefois que sans la vaillance des troupes australiennes, notre chère cité ne devait pas tarder à recevoir des pruneaux de 380 mm. C'était effectivement un canon de 380 mm. Votre gouvernement, mon général, veut bien nous offrir ce glorieux et inestimable trophée de la Grande Guerre comme un témoignage de l'admiration des soldats australiens pour la valeur de leurs camarades français. Plus tard, les continents et les mers pourront nous séparer, les cœurs resteront voisins. Ce sont là des pages inoubliables de notre histoire, écrites avec votre sang sur la terre de Picardie. Là encore, on retrouve, alors là, dans le discours du politique, dans le discours du maire, exactement les termes finalement qu'on a retrouvés dans le discours de l'évêque. C'est ce sens du sacrifice pour sauver la terre picarde. Alors, ce canon a une histoire, puisqu'en fait, il reste en place sur le terrain où il est, et à partir de 1921, ce terrain devient un site de guerre, et il devient aussi un lieu de pèlerinage, un autre. Alors, pas du tout le même type de pèlerinage que la plaque commémorative à la cathédrale, mais c'est un lieu de pèlerinage, surtout à la fois pour les Amiénois, qui ont eu une telle frousse de la Grosse Bertha, qui viennent un peu se venger les gamins grimpent sur le canon, exactement comme fait le soldat australien, pour se moquer un peu de ce qui leur a fait si peur. Et puis aussi, pour les Australiens, c'est une sorte de mémorial officieux. Ça devient là encore, un lieu de pèlerinage, à telle enseigne que, quelque temps après, il y a un salon de thé et un petit musée qui s'installe autour. Et ce canon a complètement disparu, puisque le 11 novembre 1940, au moment de l'avancée des troupes allemandes, les Allemands décident de le faire sauter, justement le 11 novembre exprès, pour détruire cette trace de la défaite de 1918. Mais un habitant de Chouigne a récupéré le maximum de morceaux et espère pouvoir constituer un musée à cet endroit-là.
On avance encore un petit peu dans le temps, et là on va avoir en 1921, en août 1921, la visite du Premier ministre australien, Billy Hughes, qui vient à Amiens. Il vient en France en règle générale, mais il passe par Amiens avant d'aller à Paris. Et il va faire donc une tournée des lieux importants pour les Australiens, à commencer par Villers-Bretonneux. Il va donc en visite à Villers-Bretonneux. Entre-temps, donc on est en 1921, entre-temps, à l'automne 1920, la ville de Villers-Bretonneux, en tout cas ce qu'il en reste, a été adoptée, entre guillemets, et est devenue la filleule de Melbourne, de la grande ville australienne de Melbourne. Et Melbourne a contribué très très largement à la reconstruction de Villers-Bretonneux. Pour vous donner vraiment une idée, la ville de Melbourne et les habitants de Melbourne se sont cotisés et ont donné l'équivalent de 1 350 000 francs pour reconstruire Villers-Bretonneux, notamment l'école. L'école Victoria, qui existe toujours, a été reconstruite avec l'argent de Melbourne. Donc, Hughes se rend à Villers-Bretonneux, et à ce moment-là, le maire de Villers-Bretonneux, un petit peu perfidement, lui dit qu'il est bien content de le recevoir parce que c'est la première visite ministérielle qu'il reçoit. Alors Hughes est un petit peu gêné, mais effectivement, c'est pour dire que les Australiens font plus finalement que les Français pour la reconstruction de sa commune. Alors après, Hughes inaugure plusieurs mémoriaux dans plusieurs villages des environs, notamment le village de Sailly-Sailly-Selle, où là encore, le maire de la commune l'interpelle et lui dit écoutez, vous nous avez aidés pendant la guerre, maintenant il faut continuer à nous aider pendant la paix pour éviter que notre victoire commune ne soit pas gâchée. Alors là encore, Hughes est très gêné. Diplomatiquement, il ne peut répondre. Et quand il revient à sa voiture, il y a un journaliste du Matin qui est là et qui l'interroge à ce sujet. Et très diplomatiquement, il dit qu'il n'est pas là pour faire de la politique et qu'il est là pour rendre hommage à ceux qui sont devenus les hôtes de la France pour toujours. Très belle formule. Effectivement, il n'est pas sur le terrain politique, lui, il est sur le terrain de la mémoire, de l'hommage à ceux qui sont tombés. Dans l'après-midi, il revient donc de Villers-Bretonneux, il va à Amiens, et là, à l'hôtel de ville, il va apporter à la ville d'Amiens un drapeau australien, que vous voyez ici, qui a été confectionné par les femmes australiennes, donc les mères, les épouses, les sœurs de ceux qui sont tombés dans la Somme. Et donc ce drapeau est donné par le Premier ministre australien à la ville d'Amiens. Et en contrepartie, la ville d'Amiens lui donne un drapeau français qu'il va emmener en Australie. Et dernière étape de son périple dans la Somme, c'est une cérémonie à la cathédrale, où là, comme vous le voyez, alors Billy Hughes, il est ici. Vous voyez son regard plein de déférence quand il serre la main de l'évêque Monseigneur Lecomte. Et là encore, il est accueilli en sauveur. Et Monseigneur Lecomte, dans son homélie, parle des saints martyrs d'Australie. Donc voilà, le terme toujours ce sens du sacrifice, de l'immolation. Et Hughes est particulièrement flatté, bien entendu, d'être reçu au grand portail de la cathédrale, comme l'avaient été ses prédécesseurs, parce que pour lui, seuls les souverains étaient accueillis au grand portail. Donc c'est une façon aussi, moi chef d'État d'une petite nation, d'une jeune nation, je suis reçu au grand portail de la cathédrale comme l'étaient les rois au temps passé. Donc c'est au niveau symbolique, pour lui c'est extrêmement important. Et j'en arrive au dernier épisode qui va être le point d'orgue en fait de tout ce parcours d'une constitution d'un patrimoine mémoriel pour les Australiens en terre picarde, c'est l'inauguration du mémorial national, là cette fois-ci. Alors cette idée du mémorial national, c'est une idée qui est là encore due au Premier ministre Billy Hughes, qui a tenu absolument à ce que ce mémorial se fasse et qui se fasse à Villers-Bretonneux. C'est lui qui a tenu absolument à ce qu'il se fasse à Villers-Bretonneux. Alors, il voulait faire un mémorial qui soit autre chose qu'un simple mémorial militaire. Il voulait vraiment un lieu de recueillement pour l'ensemble des nations,
que des hommes de toutes les nations viennent se recueillir, et pas seulement sur les tombes des soldats. Et ce mémorial devait accueillir les 11 000 corps qui n'avaient pas encore de tombe, qui n'avaient pas pu avoir de sépulture. Donc c'est l'idée de départ. Alors l'emplacement de Villers-Bretonneux, il est un petit peu naturel. Le 25 avril, cette date du 25 avril, si importante pour rappeler l'Anzac Day et la victoire du 25 avril 1918. La proximité par rapport aux grands champs de bataille où se sont illustrés les Australiens. Donc on n'est pas très loin de Bullecourt, de Fromelles, de Pozières, qui sont dans les environs. Proximité aussi symbolique importante de la cathédrale d'Amiens, de Sainte-Colette de Corbie, qui est aussi tout proche. Donc on est proche de ces monuments si importants dans le patrimoine picard. Et l'idée de se dire, on fait un grand mémorial qui lui aussi va être visible, il va être visible de la cathédrale d'Amiens. Donc voilà, nous ça y est, on a notre place aussi dans cette terre picarde qui nous a accueillis. Et puis, proximité bien entendu du cimetière d'Adélaïde de Villers-Bretonneux où il y a déjà 1200 tombes australiennes. Au niveau de la symbolique, ça va très loin aussi, parce que pour la grande tour de 33 mètres qui est là, le choix des matériaux a été pensé lui aussi, et les Australiens ont voulu mélanger de la pierre venus de carrières qui ont servi à la construction de la cathédrale d'Amiens et de pierres venant de carrières de Portland en Angleterre qui ont servi pour la cathédrale Saint-Paul. Donc vraiment au niveau de la symbolique, ils ont été très 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 loin. Alors malgré tout, on peut dire cette inauguration du mémorial et cette création de ce mémorial national n'est pas tant une affaire australienne que ça. C'est plus une affaire britannique. Et ça devient une affaire britannique. Le concours d'architecture est lancé en 1925. Bon, il y a beaucoup de péripéties, ça traîne beaucoup, et l'inauguration donc n'est qu'en 1938. En 1925, les Australiens auraient voulu un architecte australien. Ils n'ont pas gain de cause, et c'est le grand architecte anglais, qui s'appelle Edwin Lutyens, qui est l'auteur du mémorial de Thiepval, que vous connaissez tous. C'est le même auteur donc, que le mémorial de Thiepval. Donc c'est un auteur anglais, c'est pas un auteur australien. De même, pour l'organisation de la cérémonie, les Australiens, je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur mot à dire, mais presque. C'est une affaire britannique qui est menée vraiment par les autorités britanniques. Il faut dire aussi que c'est le roi d'Angleterre, le roi et la reine d'Angleterre qui se déplacent pour inaugurer. C'est en même temps le contexte politique extrêmement grave et troublé de 1938, avec la crise des Sudètes, la guerre d'Espagne, la menace nazie qui se fait de plus en plus importante. Et il faut absolument que cet événement devienne un événement politique pour montrer le renforcement de l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre et montrer que les deux grandes nations qui ont gagné la Première Guerre mondiale se retrouvent pour le maintien de la paix. Et les quelques jours qui précèdent l'inauguration et le jour de l'inauguration, il y a un ballet diplomatique extrêmement important à Amiens avec les autorités anglaises et françaises. Les deux ministres de la guerre des deux pays se rencontrent de façon quasiment secrète. Donc pour vous dire que là on est vraiment dans le contexte presque de Munich, c'est dans quelques mois en fait. Les accords de Munich c'est quelques mois après. Donc les Australiens se font un petit peu voler la vedette, si on peut dire, par cette politique internationale qui reprend le pas. Et ils n'ont pas leur mot à dire effectivement sur beaucoup de choses, et notamment il faut que ce soit le préfet de la Somme qui intervienne pour faire comprendre que le maire de Villers-Bretonneux doit être invité à la descente du train du roi d'Angleterre et de la reine d'Angleterre, parce que quand même les Australiens ne comprendraient pas, les vétérans australiens auraient du mal à comprendre pourquoi le maire de Villers-Bretonneux n'a pas le droit d'être là pour accueillir le roi d'Angleterre, alors que les autorités britanniques, elles avaient complètement squeezé le maire de Villers-Bretonneux. Donc c'est vraiment une affaire britannique avant tout. Alors, au niveau de la cérémonie elle-même, seul Monseigneur Martin, qui est l'évêque d'Amiens, a le droit d'intervenir. Les autorités britanniques n'ont voulu ni pasteur protestant ni rabbin.
Ils ont voulu simplement, au niveau religieux, un ancien aumônier des armées, et puis Monseigneur Martin, l'évêque d'Amiens, parce que Monseigneur Martin avait participé aux côtés des troupes australiennes au combat en 1918. Il était sous les drapeaux à cette époque-là. Il avait combattu avec les Australiens. Donc il avait sa place dans cette cérémonie. Alors, les témoignages parlent d'une cérémonie très simple, très belle et très émouvante. La cérémonie est radiodiffusée en direct pour permettre aux Australiens de l'autre côté de la Terre de pouvoir écouter ce qui se passe. Elle est bien entendu filmée. Et dans son discours, le roi dit ceci: « Ce monument est un symbole qui marque les premiers pas dans l'histoire d'une jeune et vigoureuse nation. Il surveille une terre sainte, sous le sol de laquelle reposent des hommes venus de tous les coins de la terre se battre pour les idéaux communs à tout l'Empire. » Donc c'est vraiment, dans la bouche même du roi, c'est la naissance de la nation australienne, la reconnaissance de la naissance de la nation australienne, mais en même temps montrant bien que l'engagement de cette nation australienne aux côtés de l'Empire britannique, eh bien, c'est pour défendre les mêmes valeurs que l'Empire britannique. Donc c'est une nation indépendante, certes, mais qui partage les mêmes valeurs que la couronne. Quant au vice-premier ministre australien, parce que le premier ministre n'est pas là, c'est le vice-premier ministre australien, Earl Page, qui représente l'Australie, et qui, lui, dans son discours, insiste sur la futilité de la guerre, donc assez prémonitoire, effectivement, et il emploie le terme de sacrifice national. Donc dans l'esprit des Australiens, c'est bien ça, c'est le sacrifice qui devient national. Alors, au terme de cet exposé, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça ? Il y a à retenir une chose importante, c'est qu'effectivement, c'est bien, on voit bien à travers cet exemple d'Amiens et de la Somme, la naissance d'une nation et la façon dont cette jeune nation se constitue un patrimoine mémoriel. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, ce qu'il faut voir en arrière-plan, c'est que les autorités politiques australiennes, et particulièrement Billy Hughes, a monté en épingle cette geste des Anzacs, enfin cette union sacrée autour des exploits de l'armée australienne, un petit peu pour masquer les difficultés réelles que connaît l'Australie et les conséquences dramatiques que la Première Guerre mondiale ont pu avoir sur la jeune nation australienne. Il faut bien se représenter que les pertes australiennes en hommes, c'est 61 000 morts. 61 000 morts, dont 46 000 rien que sur le front occidental. Donc c'est considérable et ça représente 20% des engagés. Donc parmi tous ceux qui se sont engagés au nom des idéaux de l'Empire britannique, eh bien, il y en a 20% qui sont morts. Et en plus de ça, il y a à peu près 160 000 blessés qui reviennent en Australie tout à fait incapables de se réinsérer dans la société et de pouvoir travailler. Ils sont trop blessés. Donc c'est quasiment une génération perdue, finalement. Sans compter, bien entendu, les morts de la grippe espagnole qui ont été extrêmement nombreux en Australie. Des conséquences économiques extrêmement graves aussi, qui du coup développent sur place même la menace bolchevique. Alors évidemment, les régimes politiques essayent de se prémunir de cette menace bolchevique. Les clivages qui continuent à durer pendant toute la période de l'entre-deux-guerres, notamment des clivages entre les engagés volontaires qui sont revenus, qui ont pris le risque d'aller se faire tuer, ceux qui se sont fait tuer, et puis ceux qui sont restés. Parce que il faut dire que l'Australie est un pays qui n'a jamais réussi à instaurer la conscription. Ceux qui venaient se battre en Europe et sur les fronts, c'était des engagés volontaires, c'était pas des conscrits. Et au sein de la société australienne, ça a causé des problèmes extrêmement importants et un clivage extrêmement important entre entre guillemets, les embusqués et puis ceux qui étaient allés se faire tuer. Donc la société australienne est une société extrêmement clivée après la Première Guerre mondiale. Donc il y a quand même un revers de la médaille, et dernier revers de la médaille, c'est cette frustration aussi vécue par Billy Hughes au moment du traité de Versailles.
Certes, il est présent en tant que représentant de la nation australienne, donc pour la première fois, la nation australienne est reconnue comme un État pouvant négocier, mais en même temps, il n'obtient pas ce qu'il aurait voulu, et notamment, il n'obtient pas des réparations suffisantes de la part de l'Allemagne pour essayer de compenser ces pertes immenses qui ont été faites par son pays. Donc, vous voyez, le discours est quand même très, très, très ambivalent. Donc, il faut bien avoir présent ça à l'esprit quand on voit tout le reste. Je vous remercie.